Bonjour mes très chers auditeurs, ravis de vous retrouver en direct. Il est pile 16h pour une nouvelle émission Idées Neuves. On a le grand plaisir aujourd'hui de recevoir une coach de vie, c'est Mathilde Forget. Bonjour Mathilde. Bonjour Nathalie. Merci d'être ici et de venir transmettre tout ce que tu offres au quotidien aux personnes que tu suis en accompagnement et surtout sur un thème. Quand on s'est rencontrés, ça a été une évidence qu'on allait enregistrer une ou voire plusieurs émissions ensemble, mais qu'il se passerait des choses entre nous. Et surtout quand tu es venue dans ce studio la semaine dernière pour qu'on puisse un petit peu parler du sujet qu'on avait envie d'évoquer ensemble, la question du job idéal qui me semble être très très importante aujourd'hui parce que les gens se sentent un peu perdus dans leur voie professionnelle, ma chère Mathilde, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui t'a fait emprunter ce chemin de te dire je vais mettre un peu de lumière sur le trajet professionnel des gens. Explique-nous, toi, ton parcours de coach, comment t'en es venu aujourd'hui à accompagner les gens à trouver vraiment le métier qui les épanouit. Avec grand plaisir. Alors c'est toute une histoire. Moi, ça a démarré déjà quand j'étais enfant. Je m'intéressais beaucoup au développement personnel, à comment on pouvait être encore plus heureux en changeant son point de vue dans la vie. Et c'est une quête que j'ai continuée adolescente. Et ensuite, je me suis dit, bon, arrivé au bac, qu'est-ce que je vais faire concrètement ? Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, j'ai envie de travailler en rapport avec l'entreprise, j'ai envie de travailler en rapport avec l'humain, donc je vais faire de la RH. Voilà, donc je fais une école de commerce. Mais vraiment, à ce moment-là, il manquait quelque chose. Voilà, je sentais que c'était pas complètement ça, c'était un passage. Et donc, durant mon parcours, je voulais faire donc quand même de la RH. Et à ce moment-là, on m'avait dit à l'époque, écoute, laisse tomber, c'est complètement bouché, c'est pas le moment. Donc bon, à 20 ans, encore un petit peu influençable, je suis partie en dépit vers le marketing en me disant, bon, au moins, il y a quand même un côté créatif que je retrouve. Jusqu'au jour où j'ai commencé à travailler en marketing. J'étais chef de produit à Hong Kong. Jusqu'au jour où on m'a demandé, Mathilde, pour le luminaire, est-ce qu'on met tel verre ou tel verre ? Et je me souviendrai de toute ma vie, j'ai répondu, franchement, ça m'est égal. Alors que c'était pas du tout censé être ma réponse. Oui, non, c'est ça, c'était pas censé être un détail pour eux. Non, c'est hyper important, t'es chef de produit. Et là, j'ai répondu. Et je me suis dit, après le soir en rentrant, mais en quoi mon boulot change la face de la Terre ? En quoi ça amène quelque chose de différent ? Où sont passés mes rêves d'enfant ? Quand j'avais 6 ans, je m'imaginais plus tard amener déjà des messages d'espoir, d'audace, de paix, vraiment. Mais là, je me suis vraiment rendu compte à quel point je m'étais perdue dans ce parcours, en voulant très bien faire. Donc, je suis rentrée en France avec cette envie vraiment de retourner vers mes premières amours, vers l'humain, quoi qu'il arrive. Et en voyant les offres d'emploi, ça le faisait pas. C'était vraiment pas ce que je cherchais. Et je sentais que c'était vraiment quelque chose autour de la nouveauté, amener quelque chose de nouveau et que je ne retrouvais pas dans les offres d'emploi. Donc, je me suis formée à l'entrepreneuriat en me disant, bon, je pense qu'il y aura de grandes chances plus tard que je crée quelque chose, puisque ça n'existe pas. Et voilà, ensuite, je me suis dit, bon, en attendant de cheminer, je vais continuer quand même un parcours en entreprise. Donc, j'ai fait de la chasse de tête, j'étais responsable RH à 25 ans. Et voilà, en parallèle, à un moment, j'ai vraiment eu l'éclair de, mais évidemment, faire du coaching. Évidemment, aider les gens à se révéler, à comprendre quel est leur potentiel, aussi bien leur potentiel pour trouver leur vocation, mais aussi leur potentiel d'amour, de liberté. Et là, c'était une évidence. Donc, en parallèle de mes expériences plus concrètes terrain, je me suis formée à tous ces outils-là pour un jour me lancer. En même temps que toi, tu découvrais peut-être pleinement ton potentiel et les qualités que tu avais personnellement que tu pouvais mettre au service de ton boulot. Parce qu'on oublie souvent qu'un boulot devrait être finalement la mise en lumière de nos talents, mais même les qualités que l'on a dans la vie en général. C'est-à-dire qu'elles devraient pouvoir s'exprimer normalement dans un boulot. Tout à fait. C'était vraiment ça. J'étais aussi dans ma vingtaine à la découverte effectivement de mes potentiels. Et donc, c'était vraiment dans mon dernier boulot où c'était très intéressant de voir que je pouvais mettre en place des choses. Et même si à ce moment-là, je n'étais pas encore coach, j'avais trouvé ça très agréable de pouvoir vraiment faire preuve de créativité, d'audace et de mettre en place des initiatives qui quand même amélioraient les choses au sein de l'entreprise. Jusqu'au jour où je me suis dit, sauf que là, le problème, c'est qu'il y a plein de personnes qui, en fait, ne sont pas bien dans cette boîte parce qu'elles ne sont pas dans leur vocation, elles ne sont pas à leur place. Donc là, je ne peux plus les aider. Et c'est comme ça qu'après, j'ai vraiment sauté le pas en disant, mais oui, il faut que j'accompagne, enfin, je veux accompagner plutôt.
et surtout sur la vocation professionnelle, parce que c'est mon parcours professionnel aussi en tant que RH, et parce que je voyais bien qu'il y avait des limites au sein de l'entreprise. J'arrivais plus à avoir la portée d'action et de pouvoir moi-même développer mon propre potentiel. Voilà. Est-ce que tu as l'impression depuis toujours, quand tu parles à des gens, de ressentir justement leur talent, de pouvoir mettre en exergue ce qu'ils ont de beau en eux? Est-ce que ça, c'est quelque chose dans ton rapport aux autres qui est présent depuis déjà bien longtemps? Oui, ça c'est vrai. Toujours vu le meilleur des autres, leur capacité à trouver des solutions. Déjà même enfant, ado, je me rappelle, j'étais déjà comme ça. Déjà, c'est vraiment ma nature. Et puis je vois bien qu'au fur et à mesure de l'expérience, on affine aussi son ressenti et ça arrive même parfois qu'il y ait des personnes en une séance, il y a une évidence qui se voit. Un déclic. Voilà, et elles disent ah bon, mais je le voyais pas. C'est vrai que quand tu nous parles de ton parcours, que ce soit de projeter un moment dans les ressources humaines, cette idée justement de trouver chez chaque individu les qualités importantes, enfin l'idée de prendre soin de l'humain, c'est un petit peu derrière ce qui se cache dans un boulot de ressources humaines. Mais après, tu es passée par ce boulot où tu étais chasseuse de tête. Donc finalement, là aussi, tu allais dénicher des talents pour des entreprises, certes. Donc en fait, on voit que c'est un cheminement assez logique qui t'a mené tout simplement à te dire aujourd'hui, concrètement, je vais passer mon activité professionnelle à aider les gens à s'ouvrir à ce pourquoi ils sont faits, et même d'un point de vue un peu plus spirituel. Explique-nous si à un moment il y a eu cette considération de te dire un boulot c'est peut-être aussi une mission que l'on a à effectuer. C'est vraiment ça. J'ai vraiment eu un jour un appel de dire mais c'est quoi ma mission sur Terre? Certains appellent ça sa mission de vie, sa quête de sens, chacun son terme. Mais moi, c'était vraiment en rapport, l'être humain, il a un potentiel infini à découvrir et on n'a pas conscience. Et voilà, moi, ça a vraiment été un appel du cœur. Souvent, les gens me disent « Ah, mais t'es coach, ah, c'est la mode ». Alors, pour mon cas, en tout cas, je peux pas parler pour les autres, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment pas une question de mode. J'ai vraiment un appel du cœur en méditation. J'ai vraiment ressenti des choses très, très fortes qui m'ont donné l'envie d'avancer et puis de me battre, parce que ça n'a pas été toujours facile de quitter un boulot stable, de se reconvertir, d'expliquer aux gens ce qu'on va faire. En plus, dans le coaching, je suis quand même assez innovante, donc mais en même temps, je fais exactement ce que je suis. Donc, je suis très, très heureuse et je souhaite vraiment qu'il y ait le plus de personnes possible qui puissent trouver leur bonheur c'est ça, parce que maintenant, égoïstement, vu que tu es aussi bien et que tu te sens aussi à ta place, tu as envie d'aider les gens à trouver la leur. C'est tout à fait ça. Je dis souvent aux gens, vous savez, je suis très égoïste. Moi, j'aime tellement vous voir heureux. C'est juste pour moi que je le fais. Alors justement, comment est-ce qu'on s'ouvre à ce pourquoi on est fait? Est-ce que tu as mis au point une approche, une méthode pour pouvoir permettre aux gens de s'ouvrir à leurs talents? Oui, tout à fait. Alors, moi, en fait, je suis partie vraiment du constat que pour trouver déjà un boulot dans lequel on se sent vraiment bien, on s'épanouit, c'est qu'il ait du sens pour nous. Et l'idée est vraiment que chacun trouve qu'est-ce qui fait sens pour soi. Parce que c'est très personnel. On ne va pas tomber dans les clichés classiques où il faut qu'on travaille tous dans l'humanitaire et le développement durable. C'est super, mais il y a des choses encore plus ajustées à chacun. Donc, c'est vraiment de trouver ce pourquoi je veux me réveiller le matin, en quoi je veux contribuer pour le monde. C'est vraiment, en fait, de penser aux autres. Et en même temps, c'est aussi une combinaison du sens et du plaisir que l'on éprouve dans ce job. Donc là, une dimension plus personnelle. Et dans le plaisir, d'ailleurs, on a aussi la partie rémunération. Parce que souvent, on imagine que c'est pas possible de faire un boulot qui a du sens, dans lequel on prend du plaisir, et en plus qu'on soit correctement payé. Il faut quand même pas déconner. C'est pas vraiment ce qu'on nous a inculqué. Et moi, je dis que si, c'est complètement possible. Donc d'où déjà c'est parti. Donc se délester de certaines croyances. Exactement. Vraiment, les croyances, ces croyances-là... c'est vraiment à la poubelle. Au contraire, elle nous enterre un petit peu quelque part. Tout à fait. Et donc, je suis partie de ce constat-là et donc j'ai voulu créer une méthode que j'ai appelée aujourd'hui le bilan de sens pour faire en fait un peu une alternative au bilan de compétences. J'allais dire un pied de nez, mais finalement... Voilà, on peut appeler ça aussi un pied de nez, effectivement. Et le bilan de compétences qui, lui, est plus... disons que c'est plus tourné vers les compétences de la personne, déjà acquises, donc plus vers le passé. Et on va chercher souvent à mettre vraiment la personne dans une case par rapport à un métier ou un projet professionnel. Voilà.
Donc ça, en tout cas, c'est souvent les retours qu'on m'en a fait, des gens qui ont fait des bilans de compétences. Donc voilà, moi, le bilan de sens, c'est vraiment une méthode où chacun va partir d'un questionnement profond. Donc j'amène les personnes à se poser des questions profondes qui se sont, pour la plupart du temps, jamais posées, inconscientes et complètement décalées. Pour vraiment faire sortir la matière d'eux, de qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui les anime, quelles sont leurs valeurs, vraiment, qu'est-ce qui fait sens pour eux. Voilà, donc ça, c'est une première partie. Et ensuite, on fait la synthèse, et là, on a vraiment, voilà, qu'est-ce qui fait sens pour moi? Et à partir de là, on peut alors brainstormer sur des idées de métiers, de projets professionnels, parce qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs, forcément, mais où c'est vraiment complètement en accord avec eux-mêmes. Il n'y a aucun test de personnalité où on cherche à mettre les gens dans des cases, pas du tout. Vraiment, c'est du 100% eux. J'ai jamais deux bilans de sens qui se ressemblent. C'est impossible. Donc en fait, on ne se base jamais, par exemple, ce qui se passe dans un bilan de compétences. On va se dire, OK, dans tel secteur professionnel, il y a du boulot. Donc ça, c'est quelque chose qui t'importe peu de savoir si le boulot existe même, parce que comme tu dis, il y a beaucoup d'entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup de choses à inventer aussi parfois autour du talent que l'on a, des talents qu'on peut avoir. Donc là, l'idée, c'est peu importe la conjoncture, ce qu'on entend à longueur de temps, la conjoncture actuelle fait que, voilà, c'est comme moi, on m'a dit depuis toujours, mais ne deviens surtout pas journaliste. Il n'y a aucune place pour les journalistes. Ah, mais c'est sûr. Bon, voilà, c'est vrai, 6 ans plus tard, et plus que jamais, j'ai trouvé ma voie et un espace où je me sens très épanouie. Donc il y a déjà cette idée de peu importe la réalité des autres, on peut créer une réalité qui est différente. Tout à fait. En fait, c'est la règle pour moi. Elle est, si ce métier, il est vraiment en accord avec vous-même, vous trouverez une place. Parce que peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de postes actuellement, d'accord, c'est peut-être une réalité. Si on tape sur Internet, on va se rendre compte qu'il y a peut-être peu d'offres, d'accord. Mais si c'est vraiment fait pour vous, alors, avec de l'audace, ça c'est toujours l'ingrédient clé qui va faire la différence, vous pouvez toujours trouver alors le métier, ce métier, cette fonction qui vous correspond, parce que vous irez sur le terrain, rencontrer les bonnes personnes, expliquer à ces personnes pourquoi vous, c'est un métier vraiment qui part du cœur, alors qu'il y a peut-être plein de personnes qui ne sont pas elles-mêmes à leur place. Donc il y a aussi, dans les prochaines années, je pense, il va y avoir beaucoup de jeux de pouce-pouce. Il y a des personnes qui vont partir dans d'autres vocations et d'autres qui vont arriver. Voilà, ça m'arrive souvent, effectivement. Par exemple, je peux avoir dans la même semaine 2 bilans de sens qui se terminent et il y a une personne qui quitte son métier actuel vers autre chose et la deuxième, en fait, elle va quasiment prendre la place, entre guillemets. C'est marrant. Donc, finalement, tout, je pense, c'est dans une perfection. Tout se remet en ordre. Et comme je suis persuadée que dans les prochaines années, il y a beaucoup d'entreprises qui vont souffrir, ça c'est sûr, parce qu'il y a des personnes qui ne voudront plus être dans les grosses boîtes peut-être, ou dans certains secteurs, dans certains métiers, et il y a plein de nouvelles boîtes qui vont se créer. Voilà. Donc selon toi, le moment où on se sent à sa place, où on a vraiment contacté ce qu'on est venu faire ici, ce pourquoi on est fait, eh bien les choses s'ouvrent de manière naturelle. Exactement. Voilà. En étant toujours, je dis toujours, très ouvert à la rencontre, en allant à la rencontre des gens. Combien de fois je dis, bon, ok, il y a un salon de ça prochainement, est-ce que ça vous dirait d'y aller? Hop, et c'est parti, on fait des rencontres, c'est comme ça. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est par contre un ingrédient clé, et de garder vraiment toutes les ouvertures possibles. Et d'ailleurs, j'accompagne aussi les gens, une fois qu'ils ont trouvé leur vocation, à les mettre en confiance et à leur donner des ingrédients pour attirer à eux et pour trouver l'audace. Voilà. Alors cette audace que tu illustres à merveille, puisqu'en effet, sur le salon des médecines douces, là où je suis super occupée pendant 5 jours, où il y a énormément de gens qui ont envie de me parler, surtout beaucoup de thérapeutes qui viennent avec leurs coordonnées pour me dire Nathalie, ou même pas Nathalie, certains me connaissent pas, j'aimerais une interview, j'aimerais ci, j'aimerais ça, et à longueur de journée, quand j'ai 50, 100 personnes qui sont venues me voir, avec surtout sur l'ensemble que quelques
quelques profils qui vont m'intéresser, parce que les gens sont toujours dans cette demande de me dire mais qu'est-ce qui fait que vous choisissez un intervenant plus qu'un autre? Eh bien déjà parce qu'il incarne, et Mathilde parle d'audace et elle l'illustre à merveille puisqu'elle est venue me voir et tout de suite dans ce qu'elle dégageait et la manière, et je pense que c'est exactement le mot d'audacieuse et l'énergie de l'audace avec laquelle t'es venue, et il y avait une manière dont t'étais tellement bien avec ce que tu faisais que j'ai même pas mis 5 minutes à te dire ok, on se voit, voilà, je te propose une date, tel jour, on se rencontre, tu viens au studio, voilà. Et où certains, je vais mettre des semaines, parfois des mois, et parfois on ne va jamais se recontacter. Ça veut pas dire qu'ils font des choses pas bien, ça veut peut-être dire que ça doit pas passer par moi, par le média que je dirige, mais en tout cas c'est vrai que cette audace elle a fait que t'es venu me voir et qu'en 5 minutes j'avais signé presque, donc voilà, c'est très fort. Et évidemment je pense que t'as envie que les personnes que tu accompagnes laissent vraiment vivre ça en eux. Oui, et puis dans ces sentiments-là, dans ces moments-là, je veux dire, pardon, il y a un sentiment de puissance, d'infini, de créativité qui est extraordinaire à vivre. Tu m'étonnes. Et quand on commence à vivre un moment comme ça, alors on est en fait hyper enthousiaste pour le prochain. Donc on y va et on continue. Et on a une idée, on se dit bon allez, j'y vais, au pire c'est pas grave, et si ça marche pas, c'est pas ça. Et il y a tellement plein de possibilités infinies. Voilà. Donc c'est vraiment que la vie devienne une aventure au quotidien. Et pas, je prends 3 semaines de vacances par an au mois d'août, et là, je me fais un beau voyage avec... Enfin, je peux souffler. Voilà, et avec le sac à dos, là, je vis l'aventure 3 semaines par an. Non, c'est tous les jours. Puis c'est vrai que c'est triste finalement de mettre sa vie entre parenthèses du lundi matin au vendredi soir, même de se lever chaque matin avec une boule au ventre parce qu'on n'est pas heureux, parce qu'on se sent pas bien, parce qu'on vit des situations parfois de harcèlement. C'est vrai que c'est pas si rare que ça, de voir des managers qui sont si mal dans leur peau, qui finissent par créer, ça on le voit dans toutes les entreprises, des situations de souffrance chez leurs salariés, ou même les salariés eux-mêmes entre eux dans la compétition, voilà, parce que c'est des gens qui arrivent pas à se sentir à leur place justement et à être épanouis, à être bien, et comme ils sont pas dans cette bienveillance et cette écoute d'eux-mêmes, eh bien ils ne peuvent pas l'être avec les autres. Donc du coup la souffrance au travail, c'est un sujet dont on parle plus que jamais, des questions de burn-out, et voilà, il y a des choses à faire aussi maintenant pour permettre aux gens de s'ouvrir à leur vraie vocation. C'est ça, moi je dis souvent, les burn-out viennent vraiment tout simplement du fait que les gens ont tiré sur la ficelle, alors souvent effectivement en termes de charge de travail, mais aussi c'est le corps qui lâche en disant « mais tu n'es tellement pas à ta place, je n'en peux plus de vivre un rôle que je ne suis pas ». C'est le corps qui dit « au secours, arrête s'il te plaît ». Voilà. Et souvent, les personnes que j'accompagne, j'en ai pas mal qui ont fait des burn-out. Le bilan de sens, par exemple, ça les remet sur pied. Puis surtout, ils se rendent compte finalement que ce burn-out, ils le remercient presque parce qu'ils se disent c'est grâce à ça que j'ai pu me poser ces vraies questions et puis rebondir sur quelque chose qui me correspond vraiment. Et comme tu disais, après, quand on est en alignement avec sa propre vocation, on ne sait plus si on travaille ou si on ne travaille pas. Il n'y a plus de distinguo de limite vie pro, vie perso, ce grand débat. On dit souvent que c'est très important de ne pas mêler les deux. Non, surtout pas. Non, voilà, on entend très souvent ça. Voilà. Bon, mais quand on aime ce qu'on fait, il n'y a pas de distinguo vie perso, vie pro. C'est ça. Après, bien sûr que vous allez être différent avec votre patron qu'avec votre chéri. Ça, c'est juste une évidence. Et c'est une forme d'intelligence émotionnelle que de s'en rendre compte. Mais ça ne veut pas dire qu'on quitte notre personnalité. Évidemment qu'on a des postures dans le travail. C'est comme moi, je vous parle à la radio. Forcément, quand je vais parler à mes amis ou à mes proches, mais ça va être le même fond, la même Nathalie, c'est juste que la forme va légèrement différer. Heureusement que je me sens pas au micro tous les jours de ma vie, les gens, ça les rendrait fous. Mais ça, c'est intéressant, c'est très intéressant de le dire, en effet, complètement. Mais j'imagine que ce bilan de sens, pour certaines personnes, c'est un choc. Comment le vivent-ils, de se poser peut-être pour la première fois de leur vie les questions de ce qui les importe vraiment? Alors, je ne sais pas si je pourrais dire choc. Je pense que je parlerais plutôt de reconnaissance. C'est-à-dire, il va y avoir vraiment un moment... Enfin, déjà, il y a effectivement... ils sont interloqués par les questions. Parce que, en plus, voilà, moi, je m'amuse beaucoup à leur poser des questions auxquelles ils ne s'attendent pas. Parce qu'évidemment, je ne vais pas leur poser des questions qui se sont déjà posées.
Ça n'a Ça aucun servira à rien. sens. Voilà, ça n'a aucun sens. Et souvent, ils me disent, mais vous savez, déjà, je me suis beaucoup interrogée sur moi-même. Bah, oui, j'imagine. Si vous me dites qu'il manque du sens dans votre travail, vous avez déjà dû cogiter énormément sur le sujet. Et je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Rappelle-moi la question, excuse-moi, je m'emballe. Sur une vraie reconnaissance, Oui, la vraie une vraie reconnaissance, révélation oui. eux-mêmes. Merci. Et voilà, donc il y a toute cette phase-là où, bon, alors ils se laissent un peu, porter. Et je fais confiance à Mathilde, les questions, on y va. Et c'est au moment de la synthèse où là, ils se disent souvent, c'est « Ah, mais oui, en fait, c'est ça, c'est moi. » Sauf que là, j'en ai conscience et c'est sous mon nez. Et ça m'arrive d'avoir des personnes qui pleurent à ce moment-là. Il y a le côté mais enfin, j'arrive à définir qui je suis. Enfin, quelqu'un me comprend. Et enfin, je vais pouvoir expliquer à mes proches qui je suis et qu'est-ce qui m'anime vraiment. Ça arrive effectivement que les personnes soient en véritable souffrance parce qu'elles sentent qu'elles ne sont pas complètement en phase avec la société et ce qu'elle propose, avec les modèles, les clichés qu'on nous demande, auxquels on doit soi-disant coller. Et donc, il y a une souffrance par rapport à ça de « bah oui, je sens que je ne suis pas en adéquation avec ça, mais je n'arrive pas à dire ce que je veux et qui je suis et qu'est-ce qui me manque dans la vie. » Et là, c'est « ah oui, c'était ça en fait qui me manquait. » Mais est-ce que ça, tu l'expliques du fait que les gens soient justement en cogitation intérieure et de pas forcément trouver une personne, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, mais qui puisse jouer cet effet de miroir? Parce que c'est difficile aussi, hein, quand on est pris dans son propre fonctionnement et puis en prise à ses propres peurs. On parlera là dans quelques minutes de la peur du changement que cela peut engendrer. Mais finalement, là, c'est un révélateur aussi parce qu'ils ont une personne en face d'eux et que c'est pas seulement entre eux et eux-mêmes. C'est ça. Parce qu'on va beaucoup plus loin dans la réflexion. Et puis après, les proches, souvent, certains peuvent demander de l'aide à des proches. Mais c'est pas leur métier. Et puis les proches, ils font du mieux qu'ils peuvent avec leurs connaissances et avec aussi leurs projections qui renvoient, dont les peurs. Très belle transition. Alors oui, et puis parlons quelques mots des projections. C'est-à-dire que l'entourage est souvent, la plupart du temps, notre plus grand frein, parce qu'il a peur pour nous. Donc si il pouvait nous maintenir là où on était, avec un salaire convenable, une vie en sécurité, quelque part, il le ferait. Enfin, tout dépend des entourages, évidemment, c'est compliqué de faire des généralités. Mais ça, est-ce que tu le remarques parfois? C'est même le mari ou la femme, les Tout parents, à fait, oui. qui nous freinent le plus. Oui, tout à fait, la plupart du temps. Alors d'abord, le premier frein, c'est quand même nous-mêmes. Hein. N'allons pas remettre la cause sur les autres. Première chose. Mais une fois vraiment qu'on est décidé, le frein de l'entourage est très important à dépasser. Et ça peut être effectivement, comme tu disais, les personnes les plus proches, les parents, le conjoint... etc. Comment faire abstraction de Alors, ça? comment faire abstraction? Déjà, de comprendre que si ça arrive, ça fait partie du jeu, entre guillemets. C'est comme, pour moi, un test pour voir si vous êtes vraiment motivé à tout relever pour votre vocation, déjà. Et c'est comme une préparation, c'est comme un entraînement. C'est comme si vous étiez un sportif de haut niveau, vous allez devoir passer un défi, je sais pas, faire un saut à la perche, et avant, vous allez vous entraîner. Donc, les premières personnes avec qui vous vous entraînez au mieux, finalement, c'est votre entourage. Parce que même si parfois l'entourage peut être un peu plus critique que des gens externes, il n'empêche qu'il y a tout l'amour qui est dedans, qui va faire qu'on est quand même dans un environnement très sain, très confiant, où on n'est pas en danger. Donc, c'est une première phase de... Voilà, j'entends les projections, les objections, et je vois comment je me prépare à leur répondre. Et comme ça, le jour où je commence à parler de mon projet dans un plus grand public, alors je saurai répondre. Et j'aurai déjà eu cette phase de « je sais m'en démêler » et donc j'ai confiance en moi. Donc finalement, c'est une forme de... parce que comme tu le disais, et c'est important qu'on le répète, avant tout, la première résistance, elle vient de nous. Et donc, évidemment... Plus nous-mêmes on résiste à aller vers ce pourquoi on est fait, plus l'entourage va avoir du poids dans ses arguments, dans ce qu'ils viennent nous amener, en tout cas si c'est pour aller à l'encontre de ce qu'on voudrait mettre en place. Donc tout ça, c'est aussi des tests, un test de motivation pour voir si on est vraiment prêt à changer de vie quelque part. Parce que changer de boulot, et on le disait, il n'y a pas de différence entre ce que vous êtes au travail. Enfin, il ne devrait pas y avoir de différence entre ce que vous êtes au travail et ce que vous êtes dans votre vie perso, mais ça va être un vrai chamboulement de mettre
mettre en place une nouvelle activité. Alors évidemment, j'imagine que tu côtoies des gens qui sont très effrayés. Je pense même à des personnes, et ça encore, je pense que c'est des résistances un peu au changement, mais imaginons une femme de 50 ans qui a 3 enfants à charge, qui est toute seule, et qui a peur pour la notion d'argent, voilà, qui souvent doivent rentrer en ligne de compte. Alors, comment est-ce que tu conseilles ces gens-là ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que ces gens-là peuvent aussi, à un moment, aller vers une reconversion professionnelle, mais peut-être prendre leur temps ? Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il y a tout de même une grande intelligence de situation à prendre en compte. Évidemment, je vais pas avoir le même discours dans le cas que tu viens citer qu'avec, je sais pas, un jeune de 30 ans qui n'a pas de famille à charge. Évidemment, c'est pas la même chose. Mais on peut toujours trouver des combinaisons. Donc déjà, il peut y avoir déjà des reconversions en tant que salarié ou prendre un job salarié déjà dans un secteur qui fait plus sens pour moi. Et l'intelligence étant de je garde ce travail et le jour où j'ai trouvé, alors je change pour effectivement assurer un maximum ses arrières. Voilà. Et en parallèle de ça, ça ne l'empêche pas si elle a besoin de se former ou je sais pas si par exemple, imaginons, elle a une idée de vendre de la pâtisserie sans gluten. Voilà, je dis n'importe quoi. Ça ne l'empêche pas à côté de travailler et de voir développer à côté un petit projet. Et elle commence par des petits événements, par des... Voilà. Et elle voit si déjà, quand elle le fait, ça lui fait du bien, si ça marche. Et au fur et à mesure, alors, elle verra plus tard. Peut-être qu'à un moment, elle peut dire à son employeur, bah écoutez, moi je serais intéressée pour passer à un 4/5e, un temps partiel. En sachant qu'aujourd'hui en France... on se limite beaucoup par rapport au temps partiel, alors que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui seraient très intéressées. En fait, c'est un dialogue de sourds. Les boîtes ne proposent pas de temps partiel parce qu'elles pensent qu'il n'y aura personne qui sera intéressé, pensant que tout le monde cherche un temps complet pour gagner plus d'argent. Et les salariés n'osent pas proposer en se disant « ça n'intéresserait pas mon employeur ou les employeurs ». Voilà. Et c'est aussi le temps partiel, par exemple, une façon intelligente de pouvoir, à un moment, commencer à créer autre chose dans le cas où on veut développer une activité d'indépendant. Et c'est d'ailleurs moi ce que j'ai fait à l'époque. J'étais en 4/5e. Je voulais garder une journée par semaine pour pouvoir me former, pour pouvoir commencer à travailler à mettre ce projet. En place ta nouvelle activité, Exactement. ta future activité. Exactement. Non, mais comme tu dis, ne serait-ce que passer à un 4/5e, c'est-à-dire libérer une journée, que ce soit le mercredi ou une autre, bon bah c'est énorme. C'est-à-dire que c'est une journée où on se consacre à son futur projet et aussi où symboliquement on commence à mettre de l'énergie là-dedans. Parce que c'est sûr qu'il faut ouvrir la voie pour que derrière, quelque part, l'univers puisse nous ouvrir ou nous dresser le tapis rouge pour que ça puisse fonctionner. Exactement. Et par exemple, une personne qui a envie de faire du massage, je prends des exemples là très simples, mais qui parlent à tout le monde. Bah déjà, si elle prend son vendredi toutes les semaines et qu'elle fait 1 ou 2 massages par semaine, finalement, elle gagnera peut-être mieux sa vie en étant 4/5e. Et en plus, elle fera quelque chose qui lui plaît à côté. Et le fait de faire sa vocation à côté, même si c'est qu'une journée par semaine, eh ben, elle va prendre du recul par rapport à sa semaine de travail. Parce qu'elle a son vendredi, ah bah tiens, je sais que je fais ça et ça vendredi. Elle va rencontrer de nouvelles personnes. Donc, c'est de surtout pas hésiter à mixer les activités professionnelles. Et d'ailleurs, pourquoi pas garder un mix ? Tout à fait. Parce que j'allais te poser la question, ça peut être trouver son job idéal ou ses jobs idéaux. Idéaux. Exactement. Idéaux, ce serait mieux. Exactement. Trouver ses jobs idéaux. Ouais, ouais, c'est ça. Parce qu'on est dans un pays où on a l'impression, et j'entends souvent cette critique de dire en France, on ne peut pas développer différentes activités. En fait, si, libre à chacun de faire ce qu'il a envie de faire. C'est sûr qu'on n'est pas aux États-Unis où il y a parfois des gens qui cumulent beaucoup de métiers. Mais après, peu importe le regard des autres, dire que nous, rien ne nous empêche légalement d'avoir différentes activités. Exactement. Je pense pas qu'on aille en prison pour ça. Loin de là, et au contraire, ça peut être très agréable de lier peut-être un petit peu d'entreprise avec une activité solo. Je sais que pour des thérapeutes, ça peut être difficile d'être toujours seul dans une activité de cabinet, alors que voilà, d'avoir ça et peut-être un naturopathe qui a son cabinet 2 jours par semaine et le reste du temps qui travaille dans un magasin de bio ou de diététique pour conseiller les gens et avoir plus ce côté vendeur, si c'est son truc. Bon bah voilà, ça fait des activités qui sont d'ailleurs très complémentaires. Tout à fait, et puis libre aussi à chacun, dans tous les jobs qu'on a, quel que soit le job qu'on a, d'amener aussi du sens. Et alors, amener du sens, même dans un job qu'on n'aime pas, ça peut être dans sa façon de travailler. Comment je côtoie mes collègues, comment je manage, comment je parle à mes clients. Quand il y a un conflit, comment je le règle. Voilà, c'est aussi notre façon de travailler qui va amener du sens. Donc l'idéal, c'est vraiment de trouver un métier qui a du sens pour soi, un projet professionnel.
Mais n'oublions pas que même si, par exemple, il y a des personnes qui ne peuvent pas se reconvertir, parce que vraiment, parfois, il y a des cas extrêmes de personnes qui, une situation qui font qu'ils ne peuvent pas, en tout cas à court terme. En attendant, je leur dis déjà, mettez en place des initiatives dans l'entreprise. Est-ce que au niveau du développement durable, est-ce qu'ils peuvent par exemple mettre de l'argent pour des causes? Est-ce qu'avec votre CE, il n'y a pas des choses sympas à faire pour que déjà le midi, ils ont l'impression de servir à autre chose qu'à l'entreprise. Voilà. Alors, ma chère Mathilde, pour tous les gens qui se sentent dénués de talent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire aujourd'hui? Que c'est pas possible. Et à chaque fois que je demande aux gens, c'est une des questions que je pose pour au départ mettre un peu les gens en confiance et puis commencer le bilan de sens. Parce que je commence de façon graduelle. Je garde les questions les plus croustillantes pour la fin. Je leur demande qu'est-ce que vous avez comme talent. Et en général, la réponse c'est je sais pas. Ou non. D'accord, non. Donc ça, je prends pas comme réponse. Pour moi, c'est impossible. Chacun a au moins un talent. C'est juste qu'il n'a pas encore reconnu ou pas encore accepté. Parce que si j'accepte mon talent, alors il va falloir que je me bouge un peu. Parce que je peux plus faire ce que je suis en train de faire et me mentir à moi-même. C'est sûr. Donc, si vous pensez que vous n'en avez pas, c'est pas possible. Donc, creusez-vous les méninges. Et puis, si vous venez me voir, je vais le trouver de toute façon. Mais comme tu dis, la prise de conscience est dangereuse. Faites attention. C'est ça. Vous pourriez avoir envie de changer de vie. Voilà, c'est exactement ça. Et en même temps, je dis toujours aux gens, c'est pas parce que vous allez voir un coach que vous devez du jour au lendemain tout plaquer. Oh là là, vous avez le temps. Il y a déjà une première étape de je vais faire un bilan avec moi-même, de voir comment je me sens et qu'est-ce qui est important pour moi. Et après, avec ça, libre à chacun de prendre le temps dont il a besoin, bien évidemment. Et puis, quoi qu'il arrive, une personne qui se trouve déjà en face de toi, c'est qu'elle a entrepris une partie de la démarche. Tout à fait. Oui. Alors, chère Mathilde, on peut te retrouver sur un site internet, c'est www.mathilde-forget.com. Donc, j'ai affiché, sachant qu'on était en direct, l'adresse du site internet sur la plateforme. Juste avant qu'on se quitte, un petit mot sur des soirées que je trouve très chouettes, que tu mettais en place à Lille, il me semble. Tout à fait. Et depuis que tu vis à Paris, tu as envie de recréer un petit peu cet espace de rencontre. Parle-nous de ton idée fabuleuse des soirées pépites. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors c'est venu en 2010. J'étais à Lille à ce moment-là et je me disais, c'est dommage parce que je connais plein de personnes merveilleuses et elles ne se connaissent pas entre elles. Donc, j'ai commencé à regrouper les gens. Et maintenant que je suis à Paris, j'ai envie de lancer ça à Paris. L'idée est de tout simplement que toute personne qui a envie de faire connaissance avec d'autres personnes, avec des valeurs quand même à partager qui sont, je pense, beaucoup d'auditeurs partagent ces valeurs-là sur Radio Médecine Douce, qui sont l'ouverture d'esprit, la bienveillance et l'envie d'évoluer. Voilà. Et faire connaissance. Donc, tout est ouvert. Ça peut être des connaissances amicales, professionnelles, amoureuses. La seule limite que je mets, c'est que ce ne soit pas un réseau de prospection pour les thérapeutes. Voilà, par exemple. Que ce soit vraiment un réseau d'amis, de rencontres. Voilà. Et donc... Dénué d'attente, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est tout simplement, c'est pour faire des rencontres sympa. Tout le monde dit, j'ai envie de rencontrer des nouvelles personnes, mais je ne sais pas où ni comment. Exactement. Facebook, ça s'y prête pas. Je suis pas forcément en recherche d'une relation amoureuse, donc je ne vais pas sur les sites de rencontres. Mes amis, je connais leur tête par cœur. Voilà. Et j'ai envie de nouveautés. Et aussi parce que plus on évolue, plus on a aussi envie de rencontrer d'autres personnes qui correspondent peut-être davantage à nos défis d'évolution du moment. C'est sûr. Voilà. Donc, voilà l'idée. Donc, tu lances la première soirée pépite. Exactement. Je relance donc à Paris. Je fais une soirée pour voir comment ça prend. Et si ça prend, on verra la suite des aventures ensemble. Alors, si ça intéresse certains auditeurs, ils peuvent, j'imagine, te contacter par mail. Oui, tout à fait. Donc, les inscriptions se font par mail. Mon mail, c'est happy, donc comme heureux en anglais, HAPY, @mathilde-forget.com. Donc happy, @mathilde-forget.com. Voilà, super. De toute façon, ou sur mon Facebook. site, oui, ou sur Facebook, ou alors sur mon site, vous trouverez mes coordonnées sans problème. Super.
Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Mathilde, que ce soit pour réagir à cette émission ou pour vous inscrire à la toute première soirée pépite qui se tiendra à Paris. Je sais, tous les gens qui vivent un peu partout en dehors de Paris, Paris n'est pas le lieu de rencontre numéro 1. On peut se rencontrer partout, évidemment. Mais là, bon, sachant que Mathilde vit à Paris, pour l'instant, ça se fait à Paris. Mais si il y a des gens qui ont envie de lancer leur propre soirée de rencontre aussi dans cette même idée, qu'ils le fassent un peu partout, je trouve ça génial. Justement, encore une fois, sans attente, de créer un espace où on a envie. Moi, tant de fois, ça m'est arrivé de vouloir présenter des gens les uns aux autres en me disant, bon, je vais pas faire le coup arrangé. C'est même pas forcément en les imaginant dans quelque chose d'amoureux, juste en se disant, ces deux êtres-là, je sais qu'il y a une vibration commune et ce serait beau qu'un jour, ils puissent échanger. Voilà. C'est une super idée d'avoir créé ça et de l'avoir imaginé et de le matérialiser là. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire à Mathilde pour avec vous inscrire. Plaisir. Merci, belle Mathilde. C'était un plaisir de partager cette fin d'après-midi à tes côtés. Merci Nathalie, merci aux auditeurs. Et puis on se retrouve bientôt. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.